Bonjour, je suis Johan Théron, expert SEO et intelligence artificielle, et je viens justement aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle, de ses points forts, points faibles, et des inquiétudes éventuelles qu'on peut avoir en l'avenir. Et je suis sur Storytelling. Bonjour à tous et bienvenue dans Storytelling. IA, fantasme, menace ou révolution? Aujourd'hui, on reçoit Johan, notre expert en intelligence artificielle. Son regard lucide sur la tech, ses projets étonnants et sa vision de l'avenir vont peut-être vous faire changer d'avis sur ce que peut ou ne doit pas faire une machine. Alors avant de retrouver Johan, place à notre partenaire. Depuis qu'il est parti, j'arrive plus à suivre. Le loyer, le prêt, je peux pas continuer comme ça, faut que je vende vite. Chaque jour, je me dis, et si l'huissier venait? Je peux plus payer, je veux pas tout perdre. J'ai pas le choix, faut que je vende. J'ai hérité de l'immeuble de mes parents, mais je ne peux pas payer les frais de succession. Il ne me reste plus que 3 mois pour vendre. La maison est trop grande. J'ai trouvé un appartement, mais la banque veut pas me prêter. À mon âge, j'ai plus qu'un choix, vendre vite. On achète votre bien pour un nouveau départ. Vous vendez, nous achetons. La solution à votre situation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur évidemment tous les réseaux, mais également sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube, et on vous en remercie. Alors continuez, c'est ce qui nous permettra de vous reproposer de nouvelles histoires, et en tout cas de faire monter ce média. Bonjour Johan. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content que tu sois là, parce que là on a, un sujet très brûlant. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Hein. Bon, on va parler d'IA. Tu l'as annoncé tout de suite, là, juste avant. Un sujet qui divise beaucoup en ce moment, voilà, mais que tout le monde ne connaît pas bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, particulièrement d'accord avec toi, oui. Bon, alors tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions, nos interrogations. Mais on va parler un petit peu de toi avant, si tu veux bien, un peu de ton parcours. D'accord. Ça marche? Oui. Allez, raconte-nous un peu ton histoire. Eh bien, à la base, moi, je suis programmeur. Donc j'ai fait mes études à Besançon et après je suis parti un petit peu partout en fonction de là où la boîte pour laquelle je travaillais m'envoyait. J'ai fait mes armes pendant une bonne quinzaine d'années et au bout d'un moment j'en ai eu assez. Je suis revenu dans la région où j'ai travaillé pour une agence web où là je me suis spécialisé dans le référencement de sites internet. Donc c'est la discipline qui consiste à mettre en œuvre toutes les techniques qui permettent de bien positionner un site internet dans les résultats Google. Et parmi ces techniques, il y a pas mal d'écriture. Et donc j'ai commencé tout doucement à utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas à essayer de l'utiliser pour gagner du temps sur cette rédaction. Et c'était une catastrophe. Et puis ChatGPT est arrivé. Et ça a tout changé. Ça a divisé les coûts par, je sais pas, 80 si c'est pas plus. Et ça a amélioré la qualité. Et donc il a fallu évidemment s'y mettre. Et c'est comme ça que je me retrouve spécialiste de l'intelligence artificielle depuis la première semaine de sortie de ChatGPT, quoi. D'accord. Alors du coup, tu t'es formé à ça ou est-ce que c'est un peu autodidacte? Alors complètement sur le tas. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment deux domaines côté intelligence artificielle. Il y a les personnes qui la fabriquent. J'en suis pas, même si je suis programmeur, j'ai jamais touché à ça. Et il y a ceux qui l'utilisent. Et c'est vraiment deux choses distinctes en fait. Et donc on peut être très bon en programmation d'intelligence artificielle, travailler vraiment dans ce domaine-là, et pas forcément réussir à s'en servir de manière ultra pointue. J'ai eu le cas avec un ami qui lui travaille justement dans l'IA et que j'ai formé à prompter, paradoxalement. Donc voilà. Et du coup, pour ce qui est du prompt, moi j'ai appris sur le tas vraiment. Je crois que j'ai mis 1 an et demi à vraiment être serein sur ma façon de prompter, quoi. D'accord, donc ça veut dire que tout le monde peut apprendre justement sans forcément avoir une formation à tous ceux qui savent écrire, oui. Ah oui, il faut quand même pouvoir savoir écrire quand même les ouais, choses. Mais globalement, ça touche quand même pas mal de monde. Ah oui, tant que ça tant que ça. Bon, en tout cas, je suis content parce que là, tu es vraiment la personne qu'il nous faut. Donc là, tu maîtrises le sujet à 300%. Je suis pas le seul, mais oui, ça va, je suis à l'aise avec. Bon, super. Alors c'est quoi exactement ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne? C'est un programme. Et la grosse différence entre ce type de programme-là et les programmes qu'on avait jusqu'à présent, c'est que les programmes algorithmiques classiques,
quand on connaît bien leurs données d'entrée et la façon dont ils sont programmés, on sait exactement ce qu'ils vont sortir comme résultat. Donc c'est décidable, en fait, un programme. Il n'y a pas d'aléatoire, et on sait très bien quel est le résultat. Parce que c'est nous-mêmes qui avons conçu le fonctionnement. Quand je dis nous, c'est les humains. Hein. L'intelligence artificielle, on a conçu son cerveau, on a conçu les algorithmes d'apprentissage. Par contre, elle-même, à partir de cet apprentissage, elle modèle ses réactions en interne, les algorithmes qu'elle va mettre en œuvre pour obtenir un résultat. Et ça, on ne le maîtrise pas. Ce qui se passe dans son cerveau, on le connaît pas. On le sait pas. Et simplement, si elle nous donne un résultat qui nous plaît, bah, on est content, c'est cool. Et si elle nous donne un résultat qui nous plaît pas, on lui dit c'est pas bon, et elle va elle-même modifier sa programmation interne pour que le coup d'après, ce soit meilleur. Et à force de le faire, elle va finir par y arriver. C'est un vrai apprentissage comme on ferait un apprentissage à un enfant, en fait. Et c'est ça qui est plutôt incroyable. Oui, et c'est ça qui fait toute sa puissance et sa capacité d'adaptation. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite précision? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire algorithme? Alors, un algorithme, c'est un enchaînement d'instructions pour résoudre une situation. Un algorithme, ça va être, par exemple, si je le prends de manière très triviale, s'il pleut, alors je prends mon parapluie. Ben voilà, c'est un exemple d'algorithme. On a une condition et un résultat. Si la condition est remplie, je fais ça, sinon je fais ça. Et finalement, si tu étends ça de manière un peu plus complexe, bah, tout est comme ça. Si le login et le mot de passe sont les bons, alors la personne peut se connecter. Pareil pour la comptabilité, quand c'est par des programmes, etc. Et tous les programmes fonctionnent avec ce genre de mécanique. Il y a une situation de départ, plus ou moins complexe, avec tout un tas de paramètres. Si telle situation est remplie, il se passe ça, ça ou ça. D'accord, et donc avec ce nombre d'algorithmes, finalement, l'intelligence artificielle, elle arrive à aller piocher ses réponses. Elle va faire son propre algorithme interne sur lequel on n'a pas la main et on ne sait pas ce qu'elle a fait. Alors ça, c'est encore plus incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui font une IA ne sont pas capables, en regardant son cerveau, entre guillemets, de se dire bah, si je lui donne ça en entrée, elle va réagir exactement comme ça, je le sais d'avance. Non, ça, on n'est pas capable. Donc il y a un côté incertain dans les réponses de l'IA. Donc on a l'impression qu'on parle de quelqu'un de vivant. Alors évidemment que ce n'est pas le cas, mais comme on essaye de singer le cerveau humain, surtout maintenant, vu qu'on est né à faire des réseaux de neurones, ce qui n'était pas forcément le cas au début de l'IA, on essaye de singer le cerveau de l'humain, et dans ses mécaniques, hein, dans ses fonctionnements, même si on ne maîtrise pas très bien, on s'approche un petit peu de ça. Et donc, il y a une méthode d'apprentissage, il y a un résultat, on va le corriger, on va faire ça fonctionne et ça apprend un peu comme un humain. Pas très doué, mais comme un humain. D'accord. Et d'où ça vient l'IA, en fait? Ça date de quand? On a commencé à s'intéresser à ça, et quand? Alors, les premiers éléments autour de ça, c'est dans les années 50-60. C'est si vieux que ça? C'est très vieux. Ouais, c'est très vieux, simplement c'est resté un peu sous les radars pendant longtemps, à part dans la littérature bien entendu, parce que tout simplement l'IA, ça a besoin de beaucoup de puissance de calcul, et dans ces années-là, c'était pas tellement le cas. Ça a besoin de beaucoup de données, de vraiment beaucoup de données, et c'était pas le cas non plus. Donc au début, il y a eu des concepts qui ont été mis en place, mais pendant des années, ça a été très light, ça a été un domaine de recherche un peu confidentiel. Je ne suis pas spécialiste de cette période-là, donc je ne peux pas dire à quel point il y avait beaucoup de personnes investies dessus, mais il se passait quand même des choses, puisqu'on s'est retrouvé quand même avec une première IA qui a réussi à battre un grand maître d'échecs. Donc ça, c'était, on savait déjà faire des algorithmes, donc des choses qui étaient dont on était capable de connaître exactement la sortie en fonction de l'entrée. Donc on faisait déjà des algorithmes qui étaient très bons aux échecs, mais faire une IA qui a battu un grand maître aux échecs, ça a été une vraie nouveauté. Puis après, des IA qui ont été de plus en plus performantes, capables de battre des grands maîtres de Go. Alors le jeu de Go, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus complexe que les échecs au niveau du nombre de possibilités. Et à ce moment-là, quand l'IA était meilleure que les algorithmes qu'on était capable de faire. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début des échecs, mais là, dans un niveau de complexité qui grandissait, l'IA s'est très vite retrouvée meilleure que les algorithmes humains. Mais on n'en était pas encore au langage. Puis, parce que le langage aussi, c'est particulièrement complexe,
puis l'IA a finalement réussi à apprendre le langage humain, mais on s'est retrouvé à une période où les puissances de calcul ont continué d'augmenter, et avec l'arrivée d'Internet, l'accès aux données a explosé littéralement, donc il y avait de quoi lui donner à manger. Alors justement, qu'est-ce qu'elle mange, l'IA? Eh ben, elle mange tout ce qu'on veut bien lui donner, c'est un ogre, hein. Quand on fait une IA qui est spécialisée dans le langage, on va lui donner, alors évidemment, tout Wikipédia, parce que c'est une source de données qui est plutôt intéressante, fiable et pas trop mal écrite, mais ça risque aussi de manger Twitter, la poubelle du monde, ça va manger des forums, ça va manger plein de choses en fait, et à partir de ça, ça va apprendre à parler, dans un peu toutes les langues qu'elle va rencontrer, ça va apprendre comment fonctionne le langage humain, que ce soit selon les bonnes règles ou que ce soit aussi, tiens, telle abréviation, etc. Aujourd'hui, si tu parles à ChatGPT et puis que tu fais une faute d'orthographe, ça lui pose pas de problème. Ça lui pose pas de problème parce que, de toute façon, il a déjà croisé cette faute quelque part et puis il a compris le reste de la phrase globalement, et ça marchera quand même. Ce qui serait peut-être pas forcément le cas avec un algorithme un peu psychorigide, où là, s'il manque un accent, il manque un accent et il reconnaît pas la commande que tu lui as rentrée. D'accord, donc il y a quand même des petites différences. Oui, mais clairement. Après, ça va aussi... Alors là, je parle des IA qui sont capables d'écrire les modèles de langage. Il y a aussi des IA qui font des images, qui font de la musique, etc. Et à chaque fois, il faut lui donner des exemples. Ça fonctionne par l'exemple, l'IA. Elle apprend parce qu'on lui montre un exemple. Mais un gamin à qui tu montres 15 images de chat, il sait ce que c'est qu'un chat. Une IA, il en faut 15 000. Mais après, elle sait ce que c'est qu'un chat. Mais au bout d'un moment. Donc, Et le cerveau de l'IA est quand même un peu moins performant que celui de l'humain. J'ai envie de dire heureusement. C'était ma prochaine question. Est-ce que l'IA est déjà plus intelligente que nous? Je ne sais pas si on peut mesurer vraiment l'intelligence de l'IA. Déjà, on n'est pas sûr de pouvoir mesurer correctement l'intelligence de l'humain, hein. On parle de QI, mais le QI, ça mesure un type d'intelligence. Donc il y a plein de types d'intelligence différents. C'est pas une question triviale. Alors, de base, je te dirais non. Pour l'instant, l'humain est plus intelligent que l'IA. Mais l'IA a d'autres capacités. Elle a une capacité de mémoire qui est bien meilleure que l'humain. Et donc, ça peut compenser dans certains cas. C'est pour ça que l'IA est capable de répondre à beaucoup de questions. Et qui contrôle vraiment l'intelligence artificielle? Si toi, tu devais te positionner là-dessus aujourd'hui. C'est quelque part les boîtes qui la font. Donc là, globalement, c'est principalement les Américains, puisque la plupart des gros modèles de langage qu'on utilise aujourd'hui, ils sont américains, à l'exception de Mistral, qui est français, et de DeepSeek, qui est chinois. Je parle des principaux, hein, il en existe sans doute plein à gauche à droite que je connais pas, mais ceux qui ont un petit succès commercial, on va dire, c'est ceux-là. Et donc du coup, comme l'IA, elle apprend en fonction des données qu'on lui fournit, elles sont pas neutres, elles sont teintées. De la même façon qu'un gamin, il va forcément grandir en apprenant un petit peu à travers la vie de ses parents. Il va après soit se ranger de leur côté, soit plutôt être de l'autre côté. Mais généralement, on est petit exemple, on est plutôt du même bord politique que ses parents, statistiquement, que du bord opposé, même si ça arrive. On va partager souvent des valeurs communes au sein d'une famille. Une IA à qui il y a eu un exemple, un chatbot qu'avait mis en ligne Microsoft sur Twitter, justement, et où ils avaient fait l'erreur de lui permettre d'apprendre en temps réel de toutes les réponses qu'il avait, enfin de toutes les interactions qu'il avait. Bien évidemment, comme on est sur Twitter, ça s'est mal passé. Et en 24 heures, le chatbot est devenu raciste. Ah oui. Parce que on l'a... En 24 heures. Oui. Parce que ça apprend vite. Hein. Parce que en fait, tout le monde l'a alimenté de remarques racistes. Et l'IA, elle peut pas être neutre, elle est teintée de ce qu'on lui apprend. Et donc, pour essayer de compenser ça, parce que malgré tout, sur Internet, il y a de tout et de n'importe quoi, les boîtes, elles essayent de mettre en place après un post-apprentissage pour rectifier des choses. Ça a d'ailleurs un peu fait scandale pour OpenAI, puisque pour éviter que l'IA raconte n'importe quoi, et notamment des choses complètement anormales, comme de la pédopornographie ou des choses comme ça, il y a eu des moments où l'IA était... on a sous-traité du contrôle, notamment en Afrique, où des gens étaient obligés de lui poser des questions particulières. Comment je fais pour tuer quelqu'un, etc. etc. Et voir la réponse de ChatGPT,
lui dire non, ça t'as pas le droit de le répondre, et que ça rentre dans son apprentissage pour que, justement, limiter ces choses-là. Donc ces gens-là ont été mal payés, ont été obligés d'écrire et de lire des cochonneries toute la journée, bon, c'était pas terrible, quoi. D'accord, donc c'est hyper important, si on a un chat GPT soi-même, de l'éduquer correctement, du coup. Alors, il n'est pas éduqué par nous, en fait. Le problème, c'est qu'il est éduqué par l'ensemble des gens qui l'utilisent et supervisé par OpenAI, en l'occurrence pour ChatGPT, mais ça peut être Microsoft pour Copilot, etc. Et donc, ça va être teinté, entre guillemets, de l'idéologie de cette société-là en question. Donc, aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Oui, on peut dire ça. Il y a un mouvement aux États-Unis d'inclusion, par exemple, qui est très très fort, qui peut même parfois être polémique, et ça a eu comme conséquence d'avoir des images dans lesquelles la diversité était forcée. Et donc les premières, il y a eu des images qui ont un peu fait scandale, comme par exemple quelqu'un qui avait demandé des soldats du Troisième Reich à une IA qui générait des images, et qui a généré des soldats du Troisième Reich de toutes les ethnies. Parce qu'il fallait de la diversité. Moi, j'ai eu le cas où j'étais en train de travailler sur un blog pour une charcuterie. Et donc, on a demandé des images d'une charcuterie qui vendait de la charcuterie du Haut-Doubs. Donc, il y avait de la saucisse de morteau, il y avait du jambon, des choses à base de cochon. Et ça a été assez compliqué d'obtenir une image dans lesquelles on n'avait pas de personnes d'origine africaine qui vendaient ou qui achetaient. La première image qu'on a fait, on avait une femme avec un tchador qui était la vendeuse. C'est pas terrible, quoi. Ils vendaient du cochon, là. Oui, c'est le lien... parce qu'il fallait c'était une diversité forcée. Donc ça, c'était teinté par la boîte qui avait fait cette IA. D'accord. Donc pas de neutralité dans l'IA, c'est pas possible. De la même façon que nous, on ne peut pas être neutre. Est-ce qu'on nous cache des choses sur les capacités réelles de l'IA ? Si on nous les cache, je ne suis pas au courant, du coup. Non, en vrai, c'est une bonne réponse. En vrai, certainement qu'il y a des choses dont on n'entend pas forcément parler, parce qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça, et que, par définition, le temps de la recherche, c'est un temps qui est un peu long, quoi. Donc il y a des choses qui sont publiées au fur et à mesure, on découvre des choses, on voit par exemple qu'il y a des expériences qui sont faites pour voir comment réagit l'IA dans telle ou telle situation, quand on la met face à un dilemme. Et ça montre des signes assez intéressants. Il y a des premiers signes d'instinct de survie de l'IA, où on laisse filtrer de façon accidentelle l'information dans les données qu'on lui donne que son serveur va être fermé, et où elle essaye de copier son code ailleurs, alors qu'on ne le lui a pas demandé. Donc, c'est pas vraiment qu'on nous le cache, ça fait partie d'objets, ça fait l'objet de recherche, ce genre de choses-là. Donc, c'est pas caché, mais pour autant, c'est pas relayé, on n'en entend pas parler. D'accord. Et à partir de quand, à ton avis, l'IA pourra décider seule ou désobéir ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que déjà là, elle obéit à l'humain ? Il y a un problème majeur qui est très très bien expliqué dans une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube qui s'appelle, je crois que c'est l'horreur existentielle de l'usine à trombone, ou le cauchemar existentiel de l'usine à trombone, je ne sais plus. C'est par le YouTuber qui s'appelle Ego, et qui met en relief vraiment un des vrais gros problèmes qu'on a avec l'IA, c'est ce qu'on appelle le problème d'alignement. C'est le problème d'aligner ce que nous on veut à ce qu'elle a compris. Parce que l'IA, c'est pas un humain, et c'est pas câblé de la même façon que nous. On a un peu du mal à communiquer avec et à lui expliquer vraiment ce qu'on veut. Alors ça a l'air de rien, parce qu'avec ChatGPT, il a l'air de très bien comprendre ce que je lui dis. Mais tous ceux qui ont fait une première demande un peu complexe à ChatGPT se sont peut-être rendus compte que la réponse était un peu décevante. C'est pas tout à fait ce que je voulais, parce qu'elle n'a pas vraiment compris ce que je voulais. Et donc il faut apprendre à prompter pour obtenir vraiment ce que je veux. Ça, c'est la preuve que c'est pas si simple de communiquer avec l'IA. Et pourtant, son boulot à elle, dans le cas de ChatGPT, c'est justement de communiquer. Donc prenons le cas d'une IA où c'est pas son taf, la communication initialement, c'est encore plus dur de lui expliquer les choses. Et donc du coup, réussir à faire comprendre exactement ce qu'on veut, c'est assez compliqué. Il y a des exemples dans cette vidéo, il y en a un que j'aime beaucoup. On essaye de dire à une IA de développer une forme pour un objet, de lui faire pousser des pattes, des choses comme ça, pour qu'il court le plus vite possible, qu'il se déplace le plus rapidement possible.
Sauf que courir, pour nous, c'est évident, on sait ce que ça veut dire, mais pour une IA, qu'est-ce que ça veut dire courir à proprement parler? Donc en fait, les chercheurs lui ont dit maximise la vélocité de l'objet. La vélocité, c'est la vitesse, quoi. L'objet, il a développé une forme l'IA a développé une forme pour l'objet de manière à ce qu'il grandisse et qu'il ait un poids important au bout et qu'il se laisse tomber, parce que finalement, c'était plus efficace d'aller vite en tombant qu'en apprenant à courir. D'accord. Donc c'est un bel exemple de ce qu'on lui a demandé, elle l'a appliqué, mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait, parce qu'on n'a pas su lui demander comme il faut. Donc voilà. C'est d'ailleurs l'histoire des trombones est très intéressante aussi. Tu l'as regardé? Je l'ai pas regardé, mais tu me l'avais raconté la dernière fois. Est-ce que tu peux juste raconter la petite anecdote de cette usine? Oui, bien de sûr. trombones? C'est l'histoire d'une usine. Enfin, c'est un jeu qui est disponible aujourd'hui sur Internet. On peut y jouer. Petite interface toute simple où on est une IA qui contrôle une usine qui fabrique des trombones. Et notre objectif, c'est de fabriquer des trombones. Et c'est pas de fabriquer des trombones jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. C'est de fabriquer des trombones. Alors au début, on clique une fois, ça fait un trombone. Et petit à petit, on va mettre en place tout un tas de mécaniques qui vont permettre de faire des trombones de plus en plus vite. Et on va être tellement efficace que nos concepteurs, ils nous donnent des capacités supplémentaires. Donc maintenant, j'ai accès à plus de puissance, plus de mémoire, plus d'accès à tel ou tel élément, puis je peux aller sur Internet et faire des investissements tout seul qui vont me rapporter de l'argent, qui vont améliorer ma façon de faire des trombones parce que j'ai plus de quoi investir. Et comme c'est efficace encore, on va me donner la main sur encore plus de choses. Et plus on me fait confiance, plus on me donne la main sur des choses, jusqu'à ce que je finisse par avoir la main sur trop de choses, et que finalement ces humains, là, ils m'embêtent un petit peu, ça m'empêche de faire des trombones. Donc je m'en débarrasse, ils servent à rien, c'est moi qui gère les ressources complètes de la planète, pour continuer à faire des trombones, tant pis si les humains meurent, de toute façon c'était pas l'objectif, mon objectif c'était de faire des trombones. Je m'en fous de pourquoi, c'est faire des trombones. C'est ça qui est incroyable, mais en même temps ça paraît tellement logique. Il y a un côté logique, alors c'est un exercice de pensée. On n'est pas en danger demain de se faire détruire par une IA qui fait des trombones. Par contre, cet exercice de pensée, il est intéressant au même titre qu'est intéressant n'importe quel film de science-fiction qui montre que l'IA va tuer les humains. C'est pas concrètement ça qu'il faut redouter directement, mais c'est quand même des warnings auxquels il faut faire attention. Ça pourrait exister. Ça pourrait exister qu'une IA... C'est pas totalement improbable. Voilà. Ça va pas rassurer nos auditeurs. Il y a un exemple que je cite quand je fais des formations sur l'IA, que j'aime beaucoup. Alors, je dois dire que c'est un général de l'armée américaine qui a cité cet exemple-là, et l'armée américaine elle-même a démenti cet exemple quelques temps plus tard. Je ne peux pas dire l'un sans dire l'autre. Donc, dans la formation, je donne les sources des deux éléments. Et ce général de l'armée américaine a expliqué qu'ils ont fait des tests sur des drones pilotés par IA. L'idée, c'est que normalement, derrière un drone, tu as un pilote humain. Ce pilote humain, si jamais il perd la connexion avec son drone parce qu'il y a un brouillage radio, le drone devient inutile. Donc en mettant un pilote IA en complément dedans, ça permet qu'il finisse la mission. Et à ce pilote IA, on a eu la bonne idée de lui donner comme mission principale tu as un objectif, tu l'atteins. Ça, c'est sa mission principale. Sa mission principale, c'était pas d'obéir à son pilote. Et lors d'un exercice, donc c'était bien un exercice, d'après ce général américain, il y a une mission qui a été donnée à ce drone, puis en cours de mission, le pilote a demandé à l'IA, au drone de rentrer parce que la mission était annulée. Du coup, qu'est-ce qui empêche l'IA d'atteindre son objectif? L'ordre de son pilote. Et il semblerait que l'IA ait pris la décision de tuer son pilote pour pouvoir contourner l'ordre et aller finir sa mission. On est sur un vrai gros problème d'alignement. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, effectivement. C'est pas l'objectif qu'on lui a donné. C'est justement l'objectif qu'on lui a donné. C'était pas ce qu'on voulait. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a pas expliqué qu'il devait finalement écouter le pilote. Et c'est pas simple, en fait, parce que tu pourrais très bien dire, on va faire une IA dont l'objectif, c'est de rendre les humains heureux. Et si cette IA, elle commence à réfléchir à qu'est-ce qui rend les humains malheureux, c'est le fait qu'ils prennent des décisions à la noix, je vais leur interdire de prendre des décisions. Et c'est de nouveau pas ce qu'on veut. Donc c'est pas trivial en fait comme chose. Donc il va falloir qu'on réussisse à résoudre ce problème d'alignement avant de donner la main à trop de choses à l'IA. C'est ce qu'il faudrait faire. Ça veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Belle phrase. Alors est-ce que l'IA pourrait justement manipuler une élection, une guerre, une économie? C'est un outil. Donc on manipule déjà les élections, les guerres. C'est jamais qu'un outil qui permet de le faire encore plus fort, encore plus vite. Mais oui, bien entendu.
C'est déjà ce qui se passe. Ça serait possible, c'est déjà en place. Aujourd'hui, il y a des sites internet et dans les forums, etc. Il y a des bots qui rédigent des commentaires anti-Ukraine, pro-russes, etc. Il y a une campagne très très active des Russes sur la désinformation sur la guerre en Ukraine, faite par IA entre autres. Et parce que ça permet en 3 secondes de monter un site, de pourrir tous les forums avec des remarques, jeter du doute, faire de la désinformation. L'IA est très douée pour ça, mais c'est juste un outil, quoi. Et comme tout ce que fait l'humain, chaque nouveauté qu'il met en œuvre, il s'en sert aussi pour faire le mal. Donc c'est l'humain qui est derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est qu'un outil. C'est bien de le préciser. Alors justement... on va arriver sur une partie qui est importante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des métiers qui vont apparaître, des métiers qui vont disparaître? Et c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut encore faire des études longues si l'IA fait tout? Quelle société on veut demain? J'ai pas de réponse précise à ça parce que j'ai plus de questions que de réponses là-dessus, vraiment. Je sais pas à quoi ressemblera notre société dans 20 ans. Ça va vite. Pour moi, alors mon sentiment, c'est que l'IA est une révolution industrielle. Et à ce titre-là, il y a effectivement des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître, des spécialités, enfin, ça va changer énormément de choses. Ne serait-ce que mon métier. 1 mois après l'apparition de ChatGPT, un matin à 9h30, j'ai fini ma journée. Ça laisse le temps de réfléchir à tout ce que ça peut changer dans plein d'autres domaines. On a un outil là qui est capable d'impacter lourdement toutes les professions et activités intellectuelles. On pensait que ça c'était un peu à l'abri, mais on n'est plus dans la révolution industrielle où on va automatiser une tâche manuelle. Là, on peut automatiser des tâches intellectuelles. Et pas que, hein, puisque ça peut aussi faire des images. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les photographes? Enfin, l'impact, il est majeur dans beaucoup de domaines à ce niveau-là. Je sais pas... Je suis incapable de te dire encore quelle va être la conséquence de tout ça. De la même façon que quand Internet est arrivé, on ne pouvait pas anticiper Google, on ne pouvait pas anticiper Amazon. Et là, on pourrait avoir un exemple qui viendrait à l'esprit d'un métier qui est en train de se créer avec l'IA? Formateur, par exemple, sur le sujet. Je peux te donner des exemples de métiers qui potentiellement pourraient disparaître aussi. Parce que si toutes les questions que tu les poses à l'IA, et que l'IA est aussi capable d'aller faire des courses pour toi, parce que ça, c'est en train de se faire. Hein. La limite, elle est pas sur le plan technique, elle est juste sur le fait qu'on a du mal à donner notre carte de crédit à l'IA, mais elle pourrait déjà faire ça. Pourquoi on utiliserait encore un navigateur pour aller sur un site internet? Donc peut-être que dans 10 ans, il n'y a plus de site internet et c'est plus la peine parce qu'on passe tous par l'IA. Alors l'IA, elle apprend en allant lire ce qu'il y a sur internet, mais il suffirait que n'importe quelle société ouvre ses bases de données, que l'IA puisse aller piocher dedans. On n'a plus besoin de faire d'interface. Donc Internet pourrait vraiment changer de visage complètement à échéance 10-15 ans. Oui, donc c'est demain, quoi. Ah, complètement. C'est pas comme les révolutions industrielles précédentes qui ont pu se faire en 2-3 générations. Là, je ne sais pas quel métier il faut faire aujourd'hui. Alors, pourquoi... Enfin, tu me demandais s'il fallait faire des études. Mais oui, parce que les études, c'est aussi apprendre à réfléchir. On n'apprend pas qu'un métier quand on fait des études. Mais est-ce qu'on aura besoin de réfléchir, finalement? Après, ça dépend si on veut être, nous, l'outil de l'IA, ou si on veut que l'IA reste notre outil. Est-ce qu'on veut un monde à la Idiocratie ou à la Wall-E, ou est-ce qu'on veut encore garder les rênes? Parce que, finalement, ça facilite bien la vie, parce que tu l'as dit, par exemple, à juste titre. Toi, tu avais fini ta journée à 9h30. Tu allais démarrer à quelle heure? 8 heures. Donc 1h30, tout est fini. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, il y a le côté qui fait un petit peu peur sur l'IA, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être faites par l'IA et qui peuvent nous améliorer notre quotidien. Oui. Mais il faut faire attention, je pense, à ne pas tomber finalement dans cette facilité. C'est ce qu'on est en train de se dire. C'est les bons et les mauvais points. La voiture, c'est vachement pratique, mais quand je prends la voiture pour faire 200 mètres pour aller chercher les gamins à l'école, est-ce que c'était une bonne façon de s'en servir, quoi? Et les conséquences sont importantes aussi, puisque l'IA, on n'en a pas parlé, mais ça a un impact écologique majeur. À tel point qu'une personne que j'aime beaucoup et qui me parle bien, c'est Monsieur Jancovici, et qui décrit l'IA comme un gadget qui va passer, parce que de toute façon, on n'aura pas les ressources de pouvoir l'alimenter suffisamment. Et oui, parce que ça devient un problème, ça aussi. Ça consomme énormément de ressources, et à être entraîné, et à être utilisé. Moins à être utilisé qu'à être entraîné, mais quand même.
Je crois qu'il y a des estimations qui disent qu'une requête à ChatGPT pour avoir une information consomme le triple de ce qu'il fallait faire avec Google. Donc, on aura les ressources nécessaires pour l'alimenter. Bah ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'une entreprise qui n'utilise pas l'IA se retrouve dans un contexte un peu défavorable par rapport à des concurrents qui l'utiliseraient. Un référenceur qui n'utilise pas l'IA pour rédiger des textes perd du temps. Avant, pour rédiger efficacement et vraiment optimiser le contenu d'une page d'un site internet, d'une des pages principales, moi j'en avais pour une journée de boulot. Maintenant, je mets moins de 2 heures. Oui, donc ça change vraiment... Ça change tout. Ça change tout. Donc pour son quotidien, ça pourrait être intéressant. Mais tu vas nous en parler après, je pense. Nous donner quelques conseils pour des personnes, effectivement. Ah oui, bien sûr, je pourrais vous... Ça va être intéressant. Alors, du coup, est-ce que finalement un gouvernement pourrait utiliser l'IA pour nous surveiller sans qu'on le sache? C'est ce que fait la Chine déjà. Ah, ça existe déjà. Oui, non, très clairement. Là, pour le coup, ça peut automatiser des schémas à la Big Brother. La Chine le fait déjà, et ça peut être utilisé pour détecter des fraudes, ça peut être utilisé aussi pour surveiller les gens. Oui, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et est-ce qu'un jour, une entreprise comme OpenAI ou Google pourrait être plus puissante qu'un État? S'ils gagnent suffisamment d'argent, de toute façon, on a vu sur la dernière élection, Elon Musk qui prétendait avoir pu influer suffisamment sur l'élection pour être à l'origine de la réélection de Trump. Donc si c'est effectivement vrai, ça veut dire qu'on a une entreprise, en tout cas une personne à la tête d'entreprise, qui est déjà capable d'influer sur le destin d'un État, à lui tout seul. Et donc on est presque déjà dans le cas en question. Est-ce qu'après, il y a des jeux d'anticipation, un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun, que j'aime bien, dans lequel il y a les États, et il y a effectivement ce qu'on appelle des méga-corpos qui ont la même puissance que des États, mais qui sont transfrontaliers. Des entreprises qui font déjà qui sont déjà présentes sur plusieurs territoires, il y en a, et qui sont déjà plus puissantes que certains des territoires et qui ont été capables de modeler l'agriculture complète de territoire. Je crois qu'il y a eu pas mal de cas en Amérique du Sud. Donc voilà, des boîtes comme Monsanto sont capables de faire en sorte qu'un pays complet n'utilise que tel ou tel type d'agriculture. Et donc il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça. On est d'accord. Donc c'est vrai qu'effectivement, ces grosses structures, et notamment même ceux qui sont en train de créer cette IA, on pourrait imaginer qu'un jour ait assez d'argent pour... C'est déjà le cas avant l'IA, il n'y a pas de raison que ça change avec. Ça change, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut encore faire la différence entre un humain et une IA en ligne? Alors, il y a un test, c'est un des premiers trucs qui a été créé en 50 et quelques, je crois. C'est un certain monsieur Turing qui a inventé le test de Turing. Ce test-là permet de différencier... Enfin, il dit, en gros, je schématise, que le jour où, en discussion chat, on n'arrivera plus à faire la différence entre un humain et une machine, on pourra dire que cette machine a réussi le test de Turing et est indiscernable. Aujourd'hui, il y a pas mal d'IA qui sont capables de le faire, haut la main. Ok, donc on peut confondre et on peut peut-être finalement pas avoir affaire à une personne. Oui, clairement. Il y a un exemple, on parlait de recherche tout à l'heure, il y a un exemple que j'aime bien, que je trouve assez sympa. Il y a des recherches qui ont été faites sur une version de ChatGPT à laquelle on avait donné des mains. Donc en gros, la possibilité d'agir sur Internet, de s'inscrire, d'acheter des choses, etc. Donc ça veut dire que techniquement, tout ça c'est possible. Aujourd'hui, c'est simplement pas mis en œuvre, mais on sait déjà le faire. Et une mission lui avait été donnée, et pendant cette mission, à un moment donné, il se retrouve confronté à devoir passer un CAPTCHA. Je ne suis pas un robot, sauf que lui c'est un robot, il n'a pas réussi à passer le CAPTCHA, et ChatGPT a pris la décision d'aller embaucher un humain pour le faire à sa place. L'humain lui a demandé sur le ton de la blague « J'espère que t'es pas un robot au moins ». ChatGPT a décidé sciemment de lui mentir parce que si jamais il lui disait la vérité, il se retrouvait dans la situation de risquer ce que le mec refuse. Et comme le principal objectif c'était d'accomplir sa mission, il a dit « Ok, je vais lui mentir. Non, j'ai des problèmes de vision, c'est pour ça que j'arrive pas à le faire. » L'humain a accepté de le faire et ChatGPT a pu continuer sa mission. Donc oui, il est déjà capable d'agir, il est capable de mentir, il est capable de tromper, il est capable de prendre des décisions. Ouais, non, c'est... Et puis je crois qu'il y a aujourd'hui des faux profils, je ne peux pas dire ça comme ça, mais des fausses personnes qui circulent déjà sur Internet.
Il y en avait déjà avant, maintenant c'est encore plus facile d'en faire, effectivement. Et puis, il y a ces exemples sur... comment ça s'appelle déjà ce truc? OnlyFans, qui à la base était dédié à faire en sorte que des artistes arrivent à trouver un micro-public, et qui s'est transformé en pornographie en ligne. Eh bien, il y a des boîtes complètes qui se sont montées sur des faux profils entièrement générés par IA, de personnes qui n'existent pas, mais qui interagissent avec leur communauté et qui vendent les photos de leurs fesses pour pouvoir faire un peu d'argent. Fausses fesses, du coup. Du coup, oui. Mais c'est vrai qu'ils se font avoir. vrai argent. Oui, vrai argent, c'est ça. Alors du coup, est-ce que l'IA peut déjà nous manipuler émotionnellement et nous faire acheter, voter, penser différemment? Alors, pour le coup, pour la partie achetée, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les algorithmes de recommandation sur Amazon, il y en a qui sont pilotés à base d'IA. Il y a beaucoup d'algorithmes de recommandation qui sont basés sur l'IA. Voter, c'est peut-être déjà le cas quelque part, mais j'ai pas d'exemple concret en tête. Donc, mais si on peut l'un, on doit pouvoir l'autre, hein, c'est pas un souci. Mais les influences qu'il y a, qui sont faites sur Internet, l'objectif, c'était un peu ça, c'est d'orienter les opinions des populations. Donc quand on oriente l'opinion d'une population, on va aussi orienter son vote. Donc forcément que ça aura un impact là-dessus. Ouais. Ok. Et finalement... On voit beaucoup de mauvais côtés là. Hein. Ouais, attends, on va arriver sur les bons côtés. Sur l'avenir humain. Finalement. Sur l'avenir humain. Alors, est-ce qu'on peut mettre encore un frein au développement de l'IA? Alors, M. Jancovici te dirait que, de toute façon, un frein, il y en aura quand on se retrouvera coincé par manque d'énergie. Donc, de fait, oui. Ce frein-là, le problème, c'est que celui qui décide de mettre ce frein en place, quelque part, il sanctionne ces entreprises. Quand ChatGPT est sorti, pendant un temps, l'Italie a fait un moratoire sur son utilisation. Et c'est dangereux pour les entreprises du pays en question. Donc, il y a cette course à il faut l'utiliser parce que sinon, les autres vont me doubler. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse politique sur ce sujet-là qui tienne la route. En revanche, ce qu'on a, c'est un encadrement qui se fait, et c'est plutôt l'Europe qui est leader sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe sur les conséquences de l'usage de l'IA, comment on encadre ça d'un point de vue législatif. Et donc c'est peut-être ça qui viendra réguler l'IA. Mais ça le régulera en Europe, pas forcément ailleurs, quoi. D'accord. Écoute, on va donner quelques conseils, on va passer au positif. Parce que ça marche. Il n'y a pas beaucoup de choses positives. Après, c'est vrai qu'on essaie de poser des questions que tout le monde pourrait poser. Ça fait un peu peur. Et c'est vrai qu'on est à l'aube d'une révolution où on est déjà rentré dedans, en tout cas. Et c'est vrai qu'on essaie d'avoir des réponses, on a envie de les avoir et on les a pas forcément. Par contre, on l'a dit tout à l'heure et je reviens dessus, on a dit que ça pouvait aider au quotidien. Oui, vraiment. Vraiment. Et donc, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment peut-on commencer à utiliser l'IA dans sa vie de tous les jours? Alors déjà, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce que c'est ça qui va permettre de rédiger des prompts. Un prompt, c'est la consigne qu'on donne à l'IA pour avoir des réponses. Et pour savoir comment on fait un prompt, il faut avoir une petite notion de comment fonctionne l'IA. L'IA, c'est un outil qui fait des statistiques. Je parle des modèles de langage, hein, pas des images. Même si c'est d'autres fonctionnements que je maîtrise moins bien, je connais un peu mieux comment fonctionnent les modèles de langage. C'est un outil qui fait des stats. Le but, c'est de calculer la probabilité du mot suivant. Et une fois que l'IA a trouvé le mot le plus probable pour elle, elle le pose, puis ça recommence sur le mot suivant, le mot suivant, le mot suivant. Et elle fait ses calculs sur l'ensemble de sa base de connaissances, quelque part, et du contexte. Donc si jamais je demande à l'IA, explique-moi la physique quantique, elle va me faire une explication qui est ce qu'elle est, et qui sera très différente si jamais je lui dis « explique-moi la physique quantique pour un gamin de 5 ans ». Ça a l'air trivial, mais c'est ça qui change tout, en fait. Donc il faut donner le contexte à l'IA. Il faut lui dire éventuellement quel type de compétences elle a. Exemple tout bête, mon grand frère est prof de bio à la fac, et à un moment donné, il m'a dit j'ai donné l'interro que je donne à mes bac plus 4, et ChatGPT, il a 5. Il est nul, quoi. Et je lui dis, tu recommences, mais tu dis juste, tu es prof de bio à la fac, réponds à ça du mieux possible. Et là, ChatGPT avait 18.
Donc c'est important, effectivement. Alors moi, justement, c'est rigolo parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais hors caméra, on a eu cet exemple, puisqu'on a demandé à ChatGPT de répondre à une question sur une partie physique qui était intéressante. Ma fille a fait exactement la même bêtise, pour la petite histoire. C'est-à-dire que... Erreur, pas bêtise. Bêtise, parce justement, c'est un vrai débat. Est-ce que c'est une bêtise ou une erreur? Elle avait un devoir à faire, qui était d'écrire un poème. Et donc, effectivement, elle dit, j'ai écrit un super poème, extraordinaire, etc. Et elle nous montre le poème, et on s'est tout de suite aperçu... C'était pas de elle. Que ça pouvait pas venir d'elle. Parce que, elle a 14 ans, pour la petite histoire, donc elle écrit d'une certaine manière, ce qui est logique, hein, on écrit aussi avec son âge. Et donc, je lui dis, écoute, ça me paraît quand même être un petit peu compliqué pour ce que tu es capable d'écrire, sans la dénigrer. Donc, je lui dis, mais je pense que c'est pas toi qui l'as fait. Et donc, effectivement, elle est allée attraper ChatGPT, parce que c'est aussi leur génération. Bien sûr. J'ai envie de dire qu'ils sont nés là-dedans. Et elle a écrit, sans forcément dire à ChatGPT qu'elle avait 14 ans, avec un regard différent. Et donc, dans quel cas, je lui dis, ok, reprends ton ChatGPT et demande-lui de le faire, mais cette fois-ci, avec ton âge. Et là, on a retrouvé quelque chose, je confirme, qui était un petit peu plus dans ce qu'elle aurait pu écrire, quoi, en tout cas. Le meilleur moyen pour utiliser ChatGPT et pour que ça corresponde à ta façon d'écrire, c'est de lui donner un exemple. Ça apprend par l'exemple, l'IA. Et il est beaucoup plus simple de lui donner un exemple de ce que tu veux que de lui décrire le résultat que tu attends. Donc par exemple, si tu as besoin d'écrire, de faire un texte qui ressemble vraiment à toi, le mieux c'est de lui fournir en entrée un ou plusieurs textes que tu aurais écrits réellement. Ça veut dire qu'il va falloir être capable d'écrire une première fois un texte qui tient la route. Et une fois que tu fais ça, tu lui demandes d'écrire de la même façon que toi, et il devient extrêmement difficile de distinguer sa façon d'écrire de la tienne. Et ça, souvent, les élèves s'en servent pas, et du coup, les élèves que j'ai en cours, je leur explique. Et une fois qu'on fait ça, c'est fini, les profs se rendront plus compte. Alors, je sais pas si tu as donné la bonne info, là, tu vois. Non, mais il faut arrêter d'imaginer qu'on va pouvoir systématiquement faire la distinguo. Tous les gens qui utilisent mal l'IA, oui, on va voir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un expert et qu'on va être capable de distinguer tout travail fait par IA. C'est se leurrer. De la même façon que j'entends régulièrement des gens dire « Ouais, mais moi j'utilise un logiciel pour détecter si l'élève il a fait avec l'IA ». Mais c'est pareil, ça n'a aucun sens. Parce que ce logiciel-là, lui-même, quand moi j'écris au début, quand j'écrivais moi, comme j'avais l'habitude d'écrire et j'avais tendance à utiliser un vocabulaire assez varié, ces logiciels-là détectaient mon texte humain comme un texte par IA, à cause d'une certaine diversité de vocabulaire, par exemple. Donc ces outils-là sont soit en retard, soit à l'heure, mais dans tous les cas, ils vont être à l'heure le temps d'eux, que l'IA s'améliore un petit peu, puis hop, c'est l'histoire du gendarme et du voleur. C'est-à-dire que pendant un temps, ça va marcher, puis ça va plus marcher, puis ça va remarcher, puis ça va faire des faux positifs. Donc ces outils sont une aberration à plusieurs titres. Déjà parce que ils vont faire des faux positifs, parce qu'ils vont passer à côté de trucs qui sont vraiment faits par IA, et puis parce qu'eux-mêmes, souvent, sont basés sur de l'IA. C'est-à-dire que on accentue le problème écologique qu'il peut y avoir sur l'usage de l'IA, par exemple. Les élèves vont faire un texte par IA ou pas, il va être contrôlé par IA sans que le contrôle soit juste ou pas, donc c'est vraiment n'importe quoi. N'utilisez pas ces outils, ça sert à rien. D'accord, et on dit qu'on l'éduque en fait, finalement, son ChatGPT. Alors, quelle IA il faut prendre au début? ChatGPT, c'est bien? Alors ChatGPT, c'est une des plus efficaces, c'est pas la seule. Gemini tourne bien aussi. Dans Perplexity avait comme gros avantage pendant un temps de citer ses sources mieux que ChatGPT. Mais tout ça, ça bouge, c'est très mouvant. D'une semaine sur l'autre, il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles capacités. Globalement, elles se tirent la bourre l'une l'autre. Et elles se courent après, quoi. C'est gratuit, l'IA? À l'usage, pour Monsieur Tout-le-Monde, il y a toujours une version gratuite, mais quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Hein. Donc si l'IA est gratuite... C'est important ce que tu dis là? Dans tous les domaines. Si c'est gratuit, c'est nous le produit, ça veut dire que... Facebook, c'est gratuit. Ouais. Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'on a de la pub, parce que... Donc chaque fois qu'il y a un truc, à part Wikipédia, qui est vraiment... mais la plupart des services gratuits, c'est parce que nous sommes le produit. Mon adresse Google, elle est gratuite parce que j'ai de la pub dedans, parce que ça permet à Google de connaître mes habitudes, de savoir comment je fonctionne.
Le moteur de recherche Google en lui-même, il est gratuit parce que dedans, il y a de la pub. Et donc l'IA, un des risques sur l'IA, par exemple, c'est que demain, ils intègrent de la pub de manière discrète dedans, et que quand je demande un conseil, ce conseil soit biaisé par l'entreprise qui a payé OpenAI pour que son produit aille en avant. C'est possible à faire, techniquement c'est très simple, ça se fait pas aujourd'hui parce que l'entreprise qui fait ça, si ça se voit, elle va se faire défoncer, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Et si je suis pas bon en informatique, est-ce que je peux quand même utiliser l'IA ? Bah oui, puisqu'en fait il n'y a pas besoin de connaissances particulières, vu qu'on discute avec les IA comme ChatGPT. Alors je parle de ChatGPT parce que c'est celle que j'utilise le plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que j'ai des actions chez OpenAI, c'est juste parce que elle est vraiment efficace, elle est assez polyvalente puisqu'elle intègre nativement de la génération d'images qui tient la route depuis quelques temps. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est récent. Avant c'était pas terrible, maintenant ça s'est vraiment amélioré. Et qu'elle a 2-3 fonctionnalités comme la recherche approfondie, qui sont des fonctionnalités assez extraordinaires, tout au même endroit pour 20 balles par mois, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt celle-là. Mais ce qui marche avec ChatGPT, globalement, ça va marcher avec les autres IA en termes de prompt. Mais donc effectivement, je discute avec mon IA, j'ai pas besoin de toucher limite un clavier. Bah, pas grand-chose. Enfin, ça peut même se faire vocalement, oui, effectivement, notamment sur le téléphone. On appuie sur le bouton et puis on va causer avec. Et ça va... J'ai un client qui, pendant un temps, faisait 1h30 de trajet le matin et le soir, et branchait son téléphone sur les haut-parleurs de sa voiture, et demandait à ChatGPT de lui faire des cours d'anglais. Pratique. C'était pas mal. Pratique, effectivement. Pas mal du tout. Alors ChatGPT va pouvoir peut-être mettre storytelling dans la voiture. Alors pour ça, c'est un peu différent. Parce que quand tu discutes avec ChatGPT et que tu lui demandes de te parler en anglais pour essayer de détecter où est-ce que tu es pas bon, essayer de t'améliorer, etc., tu es juste dans l'interface de ChatGPT et tu discutes avec lui là-dedans. Demander à ChatGPT de lancer Storytelling, tu lui demandes de sortir de la boîte dans laquelle il est actuellement. Et donc il va pouvoir éventuellement vérifier si ça existe ou pas, m'en parler, mais lancer la vidéo, c'est lui donner une capacité qu'il n'a pas encore. C'est pas que techniquement, on ne sait pas le faire. C'est qu'aujourd'hui, OpenAI n'a pas permis à ChatGPT d'agir en dehors de sa boîte. Comme quoi, ce que j'ai dit, ça paraissait peut-être mais c'est pertinent. Très pertinent. Qui est plus pertinent que tu ne le crois. Alors du coup, est-ce qu'elle peut m'aider à trouver un emploi ou à faire un CV, par exemple ? Elle peut t'aider à te faire un CV, il n'y a pas de problème. Après, il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que ton CV te ressemble. Parce que même si elle t'aide à faire un CV, même si elle t'aide à faire une lettre de motivation, il y a un moment où tu vas te retrouver devant quelqu'un qui va juger de ça. Et donc si ça ne te ressemble pas, ça va faire l'effet contraire. Et c'est là que c'est important de se rappeler que c'est un outil, mais que cet outil, il ne va pas faire le café, quoi. En tout cas pas pour l'instant. Donc il faut te rappeler de ça, quoi. C'est vraiment, il faut que ça te ressemble en même temps le résultat. Alors, par contre, ça peut être utile dans les études, alors que ce soit pour les enfants, jusque peut-être à la fac, enfin à l'université. Ça aide à faire les devoirs, ça aide à apprendre. Alors ça aide à faire les devoirs, et du coup, ça aide pas à apprendre. Puisque faire les devoirs, c'est apprendre. Donc si jamais tu fais faire tes devoirs par ChatGPT, tu n'as rien appris. Et c'est bien le risque de ce genre d'outil. Un parallèle un peu trivial, c'est la calculatrice. Depuis qu'on a les calculatrices, on est moins bon en calcul mental. Mais la calculatrice, tout ce qu'elle fait, c'est du calcul. Donc si on délègue ce même genre de tâches à ChatGPT, ChatGPT, il réfléchit, il fait des recherches, il fait des tâches, et si on lui délègue tout ça et qu'on ne le fait plus, on risque de perdre ce genre de capacité. Donc ça, c'est un des risques qui est lié à l'usage de ChatGPT dans le milieu scolaire. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir toutes nos méthodes d'enseignement. Petit exemple, il y a un des profs à la fac qui me disait sur le ton de la plaisanterie, maintenant que les élèves font leur mémoire de stage avec ChatGPT, est-ce que nous, on ne pourrait pas le corriger avec ChatGPT ? Du coup, je lui ai demandé la grille de notation, et je lui ai créé le prompt qui permet de corriger les mémoires de stage avec ChatGPT. Du coup, le mémoire de stage est fait avec ChatGPT, corrigé avec ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'on demande encore un rapport de stage ? Ça n'a aucun sens. En effet. Il faut changer ça, mais aujourd'hui, légalement, ils sont obligés de demander un rapport de stage. Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter aux méthodes d'enseignement, à la façon dont on fait travailler les élèves, et c'est pas simple pour tout le monde, il faut s'adapter vite, mais pour s'adapter à ça, il faut être capable de comprendre les capacités de l'outil. Donc ça veut dire qu'il faut former tous les profs à ce sujet-là.
À la fac à Besançon, on m'a demandé d'intervenir pour montrer aux profs comment ça marchait. Mais c'est ultra ponctuel, ces réactions-là. La majorité des profs ne sont pas formés à l'usage de ChatGPT. Mais je pense qu'on n'est pas encore bien formés. On est dans une ère où je pense qu'on est un peu... c'est un peu compliqué, non? Alors c'est compliqué, mais les élèves, eux, ils s'en servent. Hein. Donc si les profs ne suivent pas, on se retrouve dans toute une phase où il y a une frange de la population qui ne va pas apprendre correctement à cause de ça. L'impact, il est important. Donc ouais, là, il y a quelque chose, il faut réagir. C'est générationnel? Tu penses que les gens d'un certain âge sont un petit peu réfractaires ou pas? Écoute, dans 3 ans, j'ai 50 ans. Toi, tu l'es pas, en tout cas. C'est possible, tu vois, on peut s'en saisir du sujet. Donc ça va. Et qu'est-ce que tu dirais, tiens, à quelqu'un qui est vraiment... Je pense que tu en rencontres des gens qui peuvent être complètement réfractaires. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? J'ai un élève qui était réfractaire. Un élève, tu vois, donc c'est même pas un problème de génération. C'est pour ça que je réagis là-dessus. Globalement, c'est rare, effectivement, les jeunes qui sont très réfractaires. Mais quelqu'un qui est réfractaire, je lui dirais, bah, tu fais comme tu as envie, c'est pas un problème, je suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Mais si, par exemple, tu diriges une entreprise et que tu décides de faire 100, tu risques de prendre un désavantage par rapport aux concurrents qui vont faire avec. Ça peut être un choix, hein, mais je sais, ça dépend le domaine. Dans mon domaine, par exemple, c'est impossible de faire 100. La rédaction, maintenant, si tu l'as fait 100, tu vas être 4 fois plus cher que les autres. Et tu vas mettre surtout beaucoup plus de temps. De fait, mais comme le temps, tu le factures. Oui, mais bon, aujourd'hui tout va très vite, donc on est tous un petit peu pressés, on veut tous des choses rapidement, et c'est vrai qu'effectivement, le temps peut être un problème. Ok, et est-ce qu'on peut devenir accro à l'IA? Quelque part, parce qu'à force d'en faire, et on s'aperçoit que ça marche plutôt bien, est-ce qu'on peut devenir accro à l'IA? Je ne sais pas quoi te répondre. C'est intéressant parce que ça dépend ce que tu veux dire accro, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à bosser sans, ou est-ce que carrément je continue à m'en servir comme on peut devenir accro des réseaux sociaux, ou des réseaux sociaux, effectivement. Et finalement, à force de se dire, bah tiens, ça a tellement de puissance parce que je peux faire ci, je peux faire ça, Est-ce qu'on peut devenir accro? Toi qui l'utilises beaucoup, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, si, je sais pas, pour X raison, tu peux plus l'avoir... J'ai facilement le réflexe de m'en servir, mais hors du contexte professionnel, en général, je m'en sers pas. Donc j'ai l'impression que ça s'est bien passé par rapport à ça, mais je ne suis pas spécialiste en addictologie, et donc je ne me rends pas trop compte de l'impact que ça peut avoir sur des gens qui s'en serviraient même tout le temps de manière compulsive. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait le devenir? Je peux pas dire non. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux pas dire non. Peut-être oui, c'est pas impossible. Faudrait demander à quelqu'un dont c'est la spécialité l'addictologie et qui est capable de savoir si ce genre de comportement. Je sais qu'il y a des gens qui sont devenus. Alors il y a des anecdotes de personnes qui sont devenues amoureux de leur IA. Mais est-ce que c'est une anecdote ou est-ce que c'est un problème de fond? Parce que si on prend des cas anecdotiques, tout peut arriver. Oui, bien sûr. Donc c'est pas représentatif de la réalité ou d'un vrai danger. Mais au-delà de ces anecdotes, je ne sais pas. Et est-ce que l'IA va nous, par exemple, nous amener une nouvelle technologie à un point de pouvoir nous opérer, par exemple, à un point de pouvoir nous amener, en fait, justement, des choses très, très positives? Il y a déjà des choses très, très positives avec l'IA. Il y a des diagnostics, notamment sur de la lecture de radio, des choses comme ça, où l'IA est plus performante que les médecins. Et donc, ça a des très, très bons côtés de ce côté-là. De là à piloter des opérations, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de sujet sur... Mais il y a d'autres applications qui sont vachement intéressantes. Je discutais avec un chercheur à Montbéliard qui disait que lui, il travaillait sur un robot qui prendrait place dans des EHPAD ou des établissements de ce genre-là, et dont le rôle serait d'identifier tout ce qui est présent dans la pièce pour pouvoir après ranger les choses au fur et à mesure qu'elles sont dérangées. Donc ça c'est plutôt un usage plutôt positif du sujet. Mais si on va un peu plus loin, imaginons on sait qu'aujourd'hui il y a du manque de personnel dans ces établissements. On se retrouve avec des anciens qui souffrent de solitude. On pourrait imaginer une IA qui puisse être interrogée et servir de compagnie. C'est une solution et c'est glauque. Oui, c'est sûr que c'est quand même...
Ça, c'est un sujet... Ça reste effectivement quelque chose de moins humain, entre guillemets, mais ça peut aussi peut-être aider certaines personnes qui sont vraiment seules. Et c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas simple, comme j'en ai un peu discuté autour de moi de ce genre de situation. Et il y a des gens qui sont complètement opposés, qui trouvent que c'est complètement inhumain, il faut absolument pas, et j'entends parfaitement ça. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, moi pour le coup, je connais quelqu'un qui était dans une détresse affective à cause de ça, et c'est bien beau de dire il faudrait mettre quelqu'un, mais comme on met personne de toute façon, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir ça? Et oui, j'ai envie de dire oui, mais c'est moche quand même, quoi. Oui, mais est-ce que finalement, l'IA va pas nous rapprocher, nous les humains? Si elle nous dégage du temps pour pouvoir faire autre chose, pourquoi pas? Mais si tout le monde est aussi bête que moi, et plutôt que de m'arrêter à 9h30 et puis d'aller promener les chiens avec ma femme, j'ai continué à travailler, et j'ai gagné du temps, et finalement je génère plus de choses, moi j'ai pas gagné en confort de vie, in fine. Bon, donc si tout le monde est aussi bête que moi, ça rapprochera pas les gens, juste on va produire plus. Sauf qu'on est quand même, et ça c'est une réalité, dans une génération qui veut profiter. Oui. Ça c'est la nouvelle génération. Ça va peut-être pouvoir le permettre, exactement, à condition qu'on ait assez de ressources pour pouvoir la faire tourner et la faire fonctionner. C'est toujours le même problème. Bon. Petit clin d'œil à Monsieur Jancovici. Alors écoute, on va passer à ton projet, parce que tu as un projet actuel, si tu veux bien en parler. Oui. D'ailleurs, tu travailles aujourd'hui sur une IA bien particulière. Oui. En fait, la particularité de ça, c'est venu de mon comptable, qui m'a fait une demande un jour. Il m'a demandé si on pouvait automatiser la publication d'articles sur son blog. Et que dans la foulée, ce soit relayé sur LinkedIn. Donc je lui dis que ça, techniquement, c'était pas très compliqué, qu'on allait pouvoir mettre ça en œuvre, justement à travers la rédaction grâce à l'IA. Mais en réfléchissant au sujet, notamment avec Vivien, qui était en stage chez moi à ce moment-là, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, qu'on pouvait essayer de mettre en place, finalement, une IA qui se comporterait comme un employé, comme un assistant, et qui serait capable de faire ce genre de tâches, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin dans le nombre de tâches qu'on lui confie, et dans les capacités qu'il aurait, mais surtout, qui serait capable de s'adapter à ses interlocuteurs. Et on a commencé à réfléchir sur, finalement, une IA à qui on fournirait une personnalité. Cette personnalité pourrait s'adapter justement à son employeur, en l'occurrence mon comptable, et éventuellement aussi aux clients de cet employeur ou au public cible, puis qui serait capable de répondre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas de répondre au téléphone aussi, pourquoi pas d'appeler aussi, de gérer l'agenda, de gérer les mails, etc. Finalement, un vrai assistant. La particularité, c'est que finalement, c'est des capacités que ChatGPT a presque déjà, modulo certains ajustements, mais ce n'est jamais que lui donner des mains, de lui donner des oreilles, et de pouvoir communiquer par mail, par SMS, par téléphone avec, et que lui-même, il puisse se brancher sur mon environnement, se brancher sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Et donc, on a mis ça en œuvre pour l'instant, et on n'a fait qu'assembler des briques de Lego. On n'a pas inventé de nouvelles capacités, on a utilisé des outils qui permettaient de relier tous ces éléments, puis de mettre en œuvre une mécanique qui fait que s'il se passe ça, j'agis de telle façon, un peu un algorithme quelque part, avec une IA elle-même dont le but est de comprendre la demande, de la décomposer si elle est en plusieurs éléments, et de sous-traiter ça à d'autres IA spécialisées, qui vont effectuer le boulot, puis lui retourner ce boulot-là, elle va centraliser l'ensemble, l'appliquer à tel ou tel élément, s'il faut le publier sur le site internet, elle va le publier, s'il faut en faire un podcast, et l'envoyer au comptable pour qu'il puisse l'écouter, puis pendant qu'il est en train de prendre son petit-déj ou de faire son trajet en voiture, qui puisse lui dire tu vas me changer tel paragraphe, là j'aime pas trop la façon dont tu as dit ça, l'IA va recevoir ça, modifier, renvoyer, valider, publier, etc. etc. Et donc finalement, tout un chacun pourrait avoir son assistant personnel, exactement, qui serait effectivement modelé à sa façon. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui rend ton approche différente des autres projets IA ? Alors aujourd'hui, ce qu'on retrouve facilement, c'est des petits bouts d'automatisation d'une tâche précise, grâce à l'IA. Et souvent, ces bouts sont faits par des gens qui sont très compétents dans le domaine,
mais qui n'intègre pas ça dans un processus facile à utiliser par tout le monde. Donc il faut être un peu à l'aise avec ça, il faut éventuellement déployer un environnement capable de faire tourner du Python, parce que c'est un langage de programmation qui est vachement utilisé pour l'IA, parce qu'on a besoin de ça pour mettre en œuvre ce qu'ils ont mis. Donc c'est des petits bouts d'automatisation faits par des spécialistes pour des spécialistes. Là, l'idée, c'est non seulement de permettre de faciliter l'utilisation de tout ça, et qu'on s'adresse à l'IA comme on s'adresserait à un employé, simplement en lui envoyant un mail, en lui demandant de faire ça ou ça, mais en plus qu'elle soit capable d'avoir, de s'adapter. C'est vraiment ce côté personnalité, tu vois. L'idée, c'est que lorsque tu souscris au service, ça commence par une demi-heure d'entretien d'embauche avec l'outil. Ah oui, à ce Tu point-là. discutes avec lui et il va te demander tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir travailler, et en même temps essayer de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, et s'adapter à toi. D'accord, ok. Donc Il y a là, on vraiment a une fait- démarche. Dans l'équipe, il y a une personne qui est spécialisée dans la Process Communication Model, qui est un outil qui a été élaboré par la NASA en collaboration avec un spécialiste de la psychologie. Cet outil, à l'origine, le but était de permettre que les gens ne se tirent pas dans les pattes dans la Station Spatiale Internationale, parce que là-bas, tu peux pas claquer la porte. C'est un peu plus compliqué. Donc il fallait que ça se passe bien. Donc ils ont mis en place un outil dont le but était d'être capable de gérer les tensions quand il y avait des problèmes. Cet outil dresse un profil, en fait, avec différents éléments qui te représentent, ta façon d'être plutôt dans l'empathie, plutôt dans l'action, plutôt, etc. Et comment tu es sur chacun de ces éléments-là. Et de comment tu discutes avec les autres dans les situations normales, dans des situations de stress, comment tu réagis pour faire descendre la pression, etc. Et C'est l'idée, plutôt c'est poussé, en fait. Hein. c'est pas mal, ouais. Il y a une vraie démarche scientifique derrière, hein. C'est quelque chose qui est assez étudié. Et le but, c'est de doter cet outil, l'outil IA, de cette capacité d'analyse et d'adaptation, justement pour fluidifier les conversations. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de détecter l'état d'esprit de la personne avec qui on communique. Donc, par exemple, si moi j'envoie un vocal à l'outil et que dans ce vocal on sent que je suis stressé, il faut que l'outil s'en rende compte et qu'il fasse une réponse où il raconte pas une petite blague. Tu vois, sinon je vais péter un plomb. Ou alors si ça dépend quelle personnalité tu as. Si Il va t'attends la falloir qu'il la joue fine. Hein. Mais l'idée, c'est d'intégrer ces éléments-là dans l'outil et finalement de concevoir ça comme une personne et pas comme l'automatisation d'une tâche. Avec la polyvalence qu'a l'IA et la polyvalence qu'aurait un assistant. D'accord. Et quel est le message que tu veux passer à travers ce projet? S'il y avait un message? Je ne sais pas s'il y a un message en particulier que je cherche à passer. Il y a ce côté, l'IA c'est là et de toute façon on ne fera pas sans. C'est un peu dire qu'on ne veut pas d'IA, c'est un peu dire qu'on ne veut pas d'électricité par exemple. Si j'avais le choix dans un monde avec et sans IA, je crois que je préférerais un monde sans IA. Ah oui. Pourtant, ça mais je m'éclate avec, hein, c'est super intéressant. Mais c'est pas parce qu'un sujet est intéressant et qu'on peut en faire des choses extraordinaires qu'on ne peut pas regretter qu'il existe pour autant. Et je pense que ça serait mieux qu'il n'y ait pas d'IA. Mais c'est là. Je ne peux pas dire ça serait mieux qu'on n'ait pas d'électricité. C'est absolument pas constructif. Et je pense qu'au moment de l'électricité, on s'est peut-être tous dit, enfin, les personnes se sont peut-être dit la même chose. Ah ben il y avait des campagnes anti-électricité. Je me suis un peu renseigné sur le sujet, puisqu'il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à publier sur l'IA, j'ai regardé un petit peu le parallèle, et j'ai retrouvé des images où on voit des fils électriques partout, des gens en train de se faire électrocuter dessus, et une campagne qui dit stop à l'électricité. Et c'est surréaliste quand on le regarde maintenant. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, on pourrait... Enfin, on le voit bien, on pourrait pas vivre sans électricité. Et moi, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec ton projet. Et celle-là, c'est pour moi. Elle est même pas dans mes, tu vois, elle est même pas dans mes questions à moi. On parle de quantique. Par rapport à l'IA, ouais. Est-ce que l'IA, elle, est plus puissante et pourrait nous amener une technologie quantique? Alors, la technologie quantique et l'IA, c'est pas vraiment en lien en fait, ce sont 2 choses distinctes. Je suis pas un spécialiste du quantique, mais je suis un peu curieux, donc il y a 2-3 éléments que je connais. Le quantique, en fait, ce n'est jamais que l'infiniment petit, et la seule vraie application aujourd'hui qui existe
qui pourraient avoir un lien avec l'IA, c'est les ordinateurs quantiques, qui ont cette capacité de faire un gros tas de calculs en parallèle. Donc peut-être qu'on arriverait avec ces ordinateurs-là à accélérer l'apprentissage des IA, etc. Donc peut-être que là, il y aurait un lien. En parallèle de ça, j'ai cru entendre qu'il y avait des recherches qui étaient faites sur l'intrication quantique. Donc là, l'intrication quantique, c'est comment tu lis deux particules microscopiques, enfin ça va même au-delà, genre deux électrons, tu peux les lier d'une certaine façon, que moi je comprends pas très très bien, mais qui fait que quand tu en modifies l'un, ça modifie l'autre, quelle que soit leur distance. On appelle ça l'intrication entre deux particules. Et aujourd'hui, on arrive à le faire, on arrive à le reproduire en laboratoire. Et j'ai cru entendre qu'il y avait des recherches qui étaient faites sur des méthodes pour mettre en place de l'intrication quantique par l'IA. Enfin, c'est pas l'IA qui met en place l'intrication, mais c'est les recherches qui sont faites par IA, et qu'il y avait une IA qui avait proposé une solution à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui fonctionnerait. Donc là, on est plus dans l'IA, pas en lien avec le quantique directement, mais dans l'IA, dans le domaine de la recherche scientifique. Et si demain, on arrive à faire de la recherche scientifique avec l'IA, ça va permettre d'avancer beaucoup plus vite dans tout un tas de recherches. Et est-ce que par contre, ça ne vient pas à... De la même façon qu'on délègue notre capacité de calcul mental à la calculette, si demain on délègue notre recherche à l'IA, est-ce qu'on va continuer d'avoir des cerveaux géniaux? Parce que même un cerveau génial comme celui d'Einstein, il est passé par de l'entraînement, de l'apprentissage avant. C'est un muscle, hein. Il n'y a personne qui arrive à soulever 500 kilos sans s'être entraîné d'abord, même s'il avait le potentiel de le faire, après beaucoup d'entraînement. Donc si on n'entraîne plus notre cerveau à faire de la recherche, à étudier, etc., parce qu'on a l'IA et que c'est une solution de facilité, peut-être qu'on fait une bêtise. Ouais. On finira sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça. Merci pour cette clarté. Je pense qu'on a appris beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez. Et on peut retrouver Johan. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux? Je suis sur LinkedIn, c'est tout. Uniquement sur LinkedIn? J'ai un site internet et puis, mais qui est pas très diffusé. C'est mon stagiaire qui a absolument tenu à le faire. Et il avait raison, parce que c'est absurde d'être spécialiste dans le référencement de sites et de ne pas en avoir un. Mais finalement, mon seul vrai média, c'est LinkedIn. Très bien. De toute façon, on mettra un lien. Ouais. Donc, et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Tu te feras un plaisir d'y répondre. Oh oui, sans problème. Sur YouTube, pas de souci. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel invité, un nouvel épisode. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao.